Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape du Tour de Suisse et puis on reviendra également sur la quatrième étape. Je vous préviens, j'ai mis le ventilateur en position 2. Pour l'instant j'ai pas encore activé la position 3, je la réserve pour à partir de dimanche, là, quand il va faire plus de 40. Là ça s'entendra peut-être un peu plus. On a dit que position 2 ça s'entendait pas au niveau du micro, ça s'entend peut-être en bruit de fond mais très légèrement. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Vous pouvez booster la vidéo 3 fois gratuitement par semaine. Vous pouvez faire également un super thanks. Ça c'est si vous en avez les moyens. Je remercie les gens qui font cet effort. Instagram, désormais. Comme ça, vous avez l'information comme quoi le montage est terminé et à peu près l'horaire de mise en ligne de la vidéo. On commence tout de suite avec l'étape du jour. Comment vous dire? Si vous avez regardé l'étape en direct, moi je l'ai regardé sur la chaîne L'équipe, je l'ai pas regardé sur HBO Max. Vous avez pu voir l'arrivée, mais de très très loin, grâce à Charles-Antoine Nora, qui fait les interviews sur la ligne d'arrivée. Si vous étiez sur HBO Max, je pense que vous n'avez pas pu voir l'arrivée, parce que on a perdu le faisceau à 2 km de l'arrivée, et puis il y a un moment qui était critique, en plus avec une échappée qui n'avait plus que 25 secondes d'avance sur le peloton, mais une échappée qui a quand même réussi à gagner au final du côté de cette étape. Là aujourd'hui, la stratégie de la UAE a fonctionné. Ça n'avait pas été le cas hier, mais encore une fois hier, il faut rappeler que avec la chute d'Urs Kazigart, ça a bien été dit notamment par la direction sportive de l'équipe, qu'ils avaient rarement vu Tadej Pogačar aussi peu dans son assiette avant une étape. Et je pense que du côté des équipiers, ça a inquiété tout le monde et qu'on a laissé partir cette grosse échappée parce que voilà, on était peut-être concentré sur autre chose et notamment sur l'état de santé d'Urs Kazigart qui s'est fait, donc je le rappelle, une fracture de la mâchoire. Ce matin, pas mal d'abandons aujourd'hui sur l'étape du jour, notamment des sprinters, ce qui explique par exemple que Picnic n'est pas roulé parce que Casper Van Huden a abandonné, Caden Groves également a abandonné du côté d'Alpecin, et puis on a eu l'abandon de Cavagna ou encore de Louis Barré, le français qui a une saison quand même compliquée pour le moment chez Visma. Ça fonctionne pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité, en sachant que chez Visma, je sais pas si vous avez appris, mais Axel Zinglet va arrêter après la route d'Occitanie. Il va se faire opérer de l'artère iliaque. Voilà, Axel Zinglet, problème d'artère iliaque pour le français. Voilà, donc il va se faire opérer et donc forcément ça va mettre un terme à sa saison. J'espère qu'il va pas se faire opérer sous canicule. Parce que moi, pour avoir fait les dents de sagesse pendant le Tour de France, il y a maintenant quelques années, ça remonte, je peux vous dire que c'est pas le plus agréable quand vous êtes enflé et que vous avez besoin de vous refroidir les poches de glace. C'est pas l'idéal du tout à cette période-là de la saison. Bon, on va revenir sur le duo vainqueur aujourd'hui qui a résisté à plein de choses parce qu'il a résisté à un groupe de poursuivants. Il a résisté au retour du peloton. Eh bien, c'est Narvaez et Meurisseux. J'ai envie de dire que la chance sourit aux audacieux, mais on avait bien compris hier qu'il y avait peut-être quand même une idée de stratégie autour de Narvaez du côté de la UAE. On savait pas trop si on courait pour Pogačar ou pour Narvaez, et puis bon, quand Pogačar avait accéléré dans la dernière côte, il y avait que Vacek qui avait réussi à tenir. Narvaez n'avait pas réussi à rester dans la roue. Mais oui, Narvaez, il a su prendre la bonne échappée. Après, bon, c'est pas comme si sur le dernier Tour d'Italie, il avait pu s'entraîner à ce genre de choses, en remportant 3 étapes et dont certaines en étant dans la bonne échappée. C'était un parcours où Narvaez aurait pu essayer même de tenter le sprint. Il avait plusieurs possibilités quand on voyait les coureurs qui sont dans le top 10 au niveau du sprint. Il aurait pu être aux avant-postes. Le problème de Narvaez, le problème c'est qu'il n'était pas sûr de gagner quand même.
Donc il a décidé eh bien de faire la différence aujourd'hui en partant dans l'échappée. Il est dans un premier groupe. Ensuite, il a fallu résister déjà au retour d'un groupe avec Ewen Kosciu. Ils n'ont pas voulu qu'il rentre, ces deux hommes-là, et ils se sont très bien entendus. Et puis après, ils ont résisté au retour du peloton, qui leur a laissé un peu trop d'avance et surtout qui manquait de main-d'œuvre dans le final, hein, très clairement, dans les 10 derniers kilomètres. On a perdu beaucoup de coureurs. Ils ont épuisé vraiment les équipiers. Voilà, ils ont épuisé les équipiers. Et après, dans le final, Narvaez n'a pas eu beaucoup de difficultés à s'isoler face à Sandro Meurice. Mais quelle saison quand même de Narvaez, qui pourtant, cette saison avait tellement mal commencé. Je rappelle que c'est un coureur qui a abandonné, c'était dès le deuxième jour de course de la saison. Narvaez, ou un petit peu plus tard sur le Donander, je ne sais plus. C'était à Villunga. Mais il avait abandonné quand même dès le Donander. Il n'a pas couru pendant 4 mois. 4 mois d'arrêt, normalement, ça c'est quand même un petit peu rédhibitoire. Et là, sur le Tour d'Italie, 3 victoires, et puis à 2 doigts d'aller chercher le maillot cyclamen. Bon, c'est dommage qu'il ait abandonné en fin de course. Et puis là, donc très bon Tour de Suisse du côté de Narvaez, qui, je rappelle quand même, entre-temps, a fait le championnat d'Équateur. Donc il a fait un aller-retour Europe-Équateur, où il n'a pas été champion d'Équateur. C'est vrai que moi, ça m'a marqué à 50 bornes de l'arrivée. Et d'un coup, je vois son maillot, je me dis, dis donc, il manque quelque chose. Alors c'est vrai que le champion d'Équateur, c'était pas le maillot le plus visible, mais quand même, il manquait un truc au niveau du maillot. Ouais, donc il a perdu le titre de champion d'Équateur. J'avais pas l'information. Je savais même pas que c'était à cette période-là de l'année, pour tout vous dire, les championnats d'Équateur. Pour moi, c'était plutôt en mars, c'était en même temps que les championnats de Colombie, et non, c'était cette période-là en juin, où il a été battu parce qu'il a eu, donc il semblerait, une crevaison, enfin des problèmes mécaniques qui lui ont un peu pourri la course, et puis derrière, Tour de Suisse. Très bon travail d'équipier déjà pour Pogacar, 2 top 10 déjà sur les 2 premières étapes, et puis victoire aujourd'hui. Je me dis, dans la sélection Tour de France, je ne sais pas s'il sera utilisé, mais il pourrait faire partie de cette équipe, hein, Narvaez, pour le Tour de France. Ça fait partie des coureurs qui sont toujours très intéressants, et puis qui connaissent très bien Pogacar, et puis dans l'idée peut-être de renouveler un contrat. On sait que c'est un peu la guerre entre UAE et Net Company, hein, pour tenter d'avoir Narvaez, ces deux formations-là qui, on va dire, se déchirent autour du cas Jonathan Narvaez, surtout qu'essayent de proposer le plus gros salaire à Narvaez, mais parce que ça reste un super coureur, hein. On l'a vu encore aujourd'hui, il a été extrêmement costaud, il a résisté au retour du peloton avec Meurice de la Q36. Je dirais aujourd'hui, il a couru pour faire 2 Meurice, mais en même temps, là je regarde un petit peu son palmarès, 5 victoires chez les pros, pas de victoire en World Tour. Les victoires, elles remontent quand même à la période 2018-2020, donc quand il était chez Leventi. Ça fait depuis de nombreuses années où il est surtout équipier chez Alpecin, notamment. Et oui, il avait rejoint la Pinarello. Alors ça n'avait pas forcément fonctionné, hein, depuis le début de saison. Il avait même pas fait énormément de classiques flandriennes. Voilà, il n'en a pas fait tant que ça, parce qu'il a même pas fait le Tour des Flandres, en passant. Et puis, ça n'avait pas forcément été une réussite jusqu'à maintenant du côté de Sandro Meurice. Mais là, oui, il a couru pour faire 2 parce que il collabore avec Narvaez, mais tu sais très bien que dans le final, face à Narvaez, t'as peu de chance, surtout au sprint. Et après, ça peut se comprendre aussi au niveau des points UCI, parce que Pinarello, sinon dans les coureurs rapides, c'est Fred White. Il n'y a pas beaucoup de points qui ont été marqués ces derniers temps par Pinarello. On venait plutôt on avait plutôt dans l'idée de venir avec Pidcock. Bon, au final, Pidcock, pas encore au top physiquement, donc on repart avec Meurice. Après, voilà, il a couru pour faire 2 aujourd'hui. Alors, vous savez que c'est quand même quelque chose qui a tendance à m'énerver.
parce que moi j'aime bien le panache, j'aime bien voilà essayer de tout mettre pour gagner. Après, bon, ça m'énerve, mais ça peut se comprendre parce que c'est pas le mec avec le plus gros palmarès en carrière. Voilà, mais ça a quand même toujours tendance à m'énerver de courir pour faire deux. Après, bon, sinon il aurait fini 10e et c'est vrai que pour Q36 c'était moins de points de marquer, mais bon, voilà, ça m'énerve. J'aime bien moi, voilà, d'avoir des attaques et du panache. Bon, le sprint du peloton, il est quand même difficile à analyser aujourd'hui ce sprint du peloton, en sachant qu'on n'a quasiment pas vu d'image au final. Mais surprise, c'est de voir Kort et Van Der Poel faire 3 et 5, alors qu'on n'a ni vu la Uno X rouler, ni vu Alpecin rouler. Alors du côté d'Alpecin, ça peut se comprendre, parce que il y avait que Thomas Tobias Bayer qui était encore là. Alors c'est même surprenant que Verstringue notamment avait lâché. Alors est-ce qu'il a roulé avant Verstringue? Mais dans les 10 derniers kilomètres, 15 derniers kilomètres, moi j'ai pas vu les Alpecin, on les a vus à 2 bornes de l'arrivée et puis après plus d'images. Du côté du coureur, enfin de l'équipe belge, mais c'est vrai que on connaît quand même les qualités de Van Der Poel au sprint. Et on sait que c'est un coureur qui peut être très dangereux. Je rappelle qu'il a quand même gagné un Grand Prix Samin l'an dernier. Il bat Janière, par exemple. Enfin voilà, il bat quand même des bons sprinteurs. Donc aujourd'hui, Van Der Poel, je trouve que ça a toujours été un registre où il a été bon. C'est même comme ça qu'on l'a connu au tout départ. Van Der Poel, c'était plutôt au sprint. Mais soit c'est pas un truc qui le passionne, soit il se fait pas suffisamment confiance. Alors que c'est un coureur qui pourrait avoir un plus gros palmarès au niveau du sprint dans ce registre-là. Et là, c'est vrai qu'Alpecin, on roule pas. Après, encore une fois, si on avait que Thomas Bayer, un petit peu compliqué de rouler. Mais dommage, voilà, du côté de cette formation. Après, ça confirme quand même du côté d'Alpecin, qu'on a quand même beaucoup de coureurs qui sont performants sur le plat. Mais dès qu'on dépasse, on va dire, un certain dénivelé positif, en gros, faut se débrouiller un peu seul du côté de cette formation parce que des coureurs qui sont capables d'être performants à 2003, 2500 mètres de dénivelé positif, ils sont pas énormes hein, dans ce collectif Alpecin et c'est quand même un peu un problème parce que déjà on a tendance à avoir sur les grands tours de plus en plus d'étapes vallonnées, des étapes en dessous de 2000 mètres, il y en a plus tant que ça. Maintenant sur les grands tours, c'est parce que voilà, on considère que c'est chiant, parce qu'on n'a toujours pas compris comment mettre du spectacle sur ce genre d'étape. Et ce qui fait qu'on se retrouve voilà, à avoir des journées où on aurait peut-être dû mieux faire confiance à Van Der Poel, parce qu'on va nous dire, oui, mais l'objectif peut-être de départ, c'était plutôt autour de Caden Groves. Alors après, Caden Groves, si vous regardez un petit peu sa saison, elle est quand même pas dingue. Je rappelle en plus qu'il a abandonné sur le Tour d'Italie très vite, mais que même avant ce Tour d'Italie, il y avait quand même très peu de résultats pour Caden Groves jusqu'à maintenant. Voilà, je sais pas si c'était vraiment Caden Groves qui était le numéro 1 de l'équipe ou Van Der Poel. Mais oui, dommageable du côté d'Alpecin parce qu'il y avait peut-être mieux à faire. Du côté de cette formation, après ça montre que Van Der Poel, bon la forme est peut-être pas encore à 100%, mais c'est quand même un petit peu plus rassurant que sur les 2 premiers jours. Et puis Uno X pareil, ils sortent du bois vraiment à 2 kilomètres de l'arrivée, ils n'ont pas roulé de la journée. Bon, c'est quand même dommage que ces 2 formations-là n'en aient pas fait plus, parce qu'il y avait peut-être l'opportunité de faire énormément de choses. Et donc Vandenberg, Strong, qui font des bons résultats, EF, NSM, après ils ont roulé, ils ont mis beaucoup d'énergie du côté de cette formation, et Michael Matthews 8e. Après, du côté de Jaiko, je pense qu'on a un peu raté aussi la poursuite parce que on voyait notamment EF qui demandait de faire 2 fils. C'est-à-dire on a eu en fait des relais simples et pas des relais sur 2 fils. Les relais sur 2 fils, quand c'est très bien réalisé, il y a beaucoup de vitesse. Faut que ça soit bien réalisé aussi, hein, parce que on peut très vite s'en mêler les pinceaux, mais ça peut permettre d'avoir pas mal de vitesse, même pendant très longtemps, notamment sur les contre-la-montre par équipe qui étaient très longs. Les contre-la-montre par équipe, je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais les contre-la-montre, je dirais, de 50, 60 km par équipe, les très longs contre-la-montre comme ça, on avait tendance, du côté des très bonnes formations, à réussir à tenir les 2 fils
ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, hein. Maintenant on est quand même simplement sur une file, mais parce que ça apporte énormément de fluidité quand on est sur deux fils, et c'est des relais qui sont plus courts. Et il y a moins d'à-coups. Là, par exemple, chez Jayco, il y a un mec, il a donné un énorme relais, il a fait péter un EF, il a fait péter deux, trois coureurs. Donc on aurait peut-être pu être un peu plus efficace du côté de cette équipe, et puis pas au Mikel. Et Axel Laurence dans le top 10 devant Fisher Black et Mathieu Brennan. Ça va pas fort hein, quand même du côté de Mathieu Brennan. Son équipe a roulé. Alors là, c'est pas un problème du côté de la Visma. On a roulé. Bah, le problème de Mathieu Brennan, c'est que c'est un coureur de train aujourd'hui. Et je pense qu'il est pas forcément dans l'équipe qui est en capacité de lui faire le meilleur train. C'est un coureur de train. S'il n'a pas le train, il n'arrive pas à être bon. On le voit depuis le début de saison. Hein. C'est quand même assez terrible ces résultats, je trouve. Parce que il a besoin d'avoir un train complet à son service. Voilà, s'il n'a pas le train, ça marche pas. Mais c'est pas une année forcément facile hein, pour Mathieu Brennan par rapport à l'an dernier. Là, c'est vrai qu'en termes de résultats, c'est quand même moins bien pour le coureur britannique, et notamment sur ses courses par étapes. Hein. Niveau World Tour, où je dirais que certes, il a gagné une étape sur le Down Under, mais sur le Tour de Suisse, et c'était sur quelle course où j'avais vu aussi décevant. Il faut vraiment qu'il améliore sa capacité à frotter, Brennan. C'est vraiment un domaine où il a encore des lacunes, et puis après il n'y a pas vraiment de surprise. Tiens, Julien Lafilippe 15e. On a également Vinokourov 16, mais sinon on avait tous les sprinteurs aux avant-postes et pas de coureurs distancés importants. Bon, Romain Grégoire, mais qui avait fait quand même une grosse échappée hier. Si, Arnaud Vidard. Alors Arnaud Vidard, c'est un jour sur deux en ce moment, hein, sur ce Tour de Suisse. C'est assez surprenant du côté du coureur belge, Lenny Martinez, donc, qui était quand même très à l'arrière pendant toute l'étape. Quand même un peu inquiétant de son côté. Bellocchi, mais bon, qui a fait le Giro quand même, Markel Bellocchi. Mais ouais, il y a des coureurs qui ont quand même été en difficulté aujourd'hui. Et puis on retrouve voilà des abandons, hein, notamment Cavagna, c'est dommage, avec le contre-la-montre de demain. La course femme. Là, ça a été intéressant, cette course femme, avec une grosse bagarre entre l'échappée. On avait des grands noms dans cette échappée, notamment Juliette Berthet, Kim Lecourt, et puis, de manière assez incompréhensible, avant le sprint Red Bull, on s'est complètement regardé, arrêté de rouler. Et ben, ça a permis au peloton de revenir, mais très facilement, parce qu'on s'est complètement regardé. Personne n'a voulu collaborer, alors qu'on avait une échappée de 8, donc il y avait bien plus de chances d'aller au bout, je dirais, que du côté des hommes. En plus, on n'avait pas le Renavi Buzz, donc ça laisse toujours plus d'opportunités dans ce genre de cas. Mais ouais, on s'est un peu trop regardé aujourd'hui. Et donc à la fin, on a eu un sprint impressionnant. Enfin, on a eu un sprint. Non, on a eu presque une attaque de Zoé Bachstedt qui s'est imposée du côté de cette journée. Il y a quand même eu un élément important sur cette étape dont on va reparler. Donc bien entendu, ce matin, Ouskazigart n'a pas pris le départ. Vous voyez les abandons et vous voyez, ah bah tiens, c'est bizarre, Lauren Dixon, elle a fini dernière de l'étape, mais comme je vous avais dit hier, petite étoile 0-0, c'est-à-dire qu'elle était dans le peloton. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Lauren Dixon? Eh bien tout simplement, elle est tombée à 5 dans les 5 derniers kilomètres, hein, parce que la zone sprint aujourd'hui était étendue dans les 5 derniers kilomètres, elle est tombée vers 4 kilomètres de l'arrivée, contrairement à ce que disait même la chaîne d'équipe, hein, qui pensait que la zone sprint s'arrêtait à 3 kilomètres. Moi, quand ils ont dit ça, je me suis dit, vraiment, ça serait bizarre, parce que désormais, sur les grandes courses par étape, même quand il n'y a pas vraiment de danger, parce que là, on pouvait mettre la zone sprint à 3 kilomètres, il n'y avait pas de danger. Et là, la chute de Lauren Dixon, c'est pas parce que il fallait mettre la zone sprint après. Il n'y avait pas de danger, mais toujours surprenant, voilà, cette règle des 3 kilomètres. Je rappelle que les 5 kilomètres, c'est seulement s'il y a des dangers majeurs entre 3 et 5 kilomètres de l'arrivée. S'il n'y a pas de danger majeur, normalement, on doit rester à la règle des 3 kilomètres, sauf qu'aujourd'hui, souvent, on l'applique à 5 kilomètres. Est-ce que ça évite les chutes? Je suis pas convaincu. Bon, Lauren Dixon, elle est tombée toute seule. En fait, elle s'est pris les balustrades.
enfin les balustrades, des barrières qui étaient le long de la route côté droit, et puis voilà, ça l'a déstabilisé. Alors c'était les barrières, pourtant les barrières, je dirais nouvelle génération, donc les barrières type sprint, pas les barrières à pied, les barrières voilà d'arrivée, de finale de course. La route était, alors elle avait l'air d'être légèrement rétrécie par les barrières. Ça c'est vrai que normalement, je rappelle que la règle, c'est que la route ne doit pas être rétrécie à la fois par des arches, on va dire, les flammes rouges et tout ça. Vous savez, quand il y avait l'arche gonflable, notamment du dernier kilomètre sur le Tour de France, normalement, ça ne doit pas rétrécir la route. Voilà. Que ça soit les flammes rouges, les arches des 5 kilomètres, les arches des classements de la montagne. Voilà, faut que ça soit anticipé. Donc là, ça rétrécissait, mais si ça empiétait de 20 cm ou 30 cm sur la route, c'était vraiment le grand maximum. Non, elle est tombée vraiment très fortement. Je sais même pas si elle a... Alors, est-ce qu'elle a passé la ligne? Ça, j'ai même un doute hein, du côté de Lauren Dixon, qu'elle ait passé la ligne d'arrivée. Ouais, ça a été une grosse déception. Et donc, elle quitte la course. Hein, vous avez l'information, fracture de la clavicule. C'est dommage parce qu'elle était vraiment dans une très très belle période, hein, la Britannique. Mais je rappelle qu'elle vient du triathlon de base. Et c'est vrai qu'on a quand même l'habitude hein, de voir quand on a des filles qui n'ont pas forcément fait les écoles de cyclisme, qui sont passées par le duathlon, par le triathlon, bah il y a parfois un manque de maîtrise technique dans le peloton, parce que c'est des filles qui sont habituées à rouler. Alors déjà quand vous faites de l'Ironman, je rappelle que dans les épreuves Ironman, vous n'avez pas le droit de vous suivre à vélo. Donc vous êtes obligé de laisser un écart de 15-20 mètres, donc vous n'êtes pas en peloton. Et sur des épreuves type format olympique, bah déjà le peloton il est d'une quarantaine de concurrentes, 50 grand maximum. Et ensuite, bah vous n'êtes pas complètement à fond parce qu'en fait c'est plus une épreuve de transition de vélo. Les écarts se font au départ en natation, puis du côté de l'athlétisme, pas vraiment à vélo aujourd'hui. Et donc, c'est plus une épreuve de transition. Et même parfois, on a quand même des chutes sur des parcours un petit peu en ville. Hein. On a déjà eu des chutes impressionnantes. Je pense une fois Cassandre Beaugrand qui était tombée. C'est pas Léonie Perriot qui était tombée également sur des Jeux européens, je crois, mais qui était tombé fortement. Et donc là, ouais, bah peut-être un petit manque de maîtrise technique sur le vélo. Alors on s'aperçoit qu'il y a pas mal de filles qui ont été reclassées au final. C'est le cas notamment de Sarah Martin, de Megan Arens qui était dans l'échappée, de Stadonova, voilà, qui donc ont peut-être été gênées. Par la chute. Sinon, il n'y a pas eu de gros écarts au niveau du classement général et donc la victoire du jour, eh bien, c'est Zoé Bachstedt. Bon, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu photo, hein, ça, Zoé Bachstedt. Moi, pourtant, j'avais alors, j'avais mis quand même Zoé Bachstedt, on va dire, parmi mes favorites dans ma tête ce matin, mais j'avais également Bossoit, parce que Bossoit m'avait fait une tellement bonne impression sur la Vuelta que je m'étais dit, tiens, c'est peut-être, ça peut être encore un très bon résultat pour elle. Et du côté de Zoé Bachstedt, démonstration. Alors déjà bien aidé par son équipe au niveau du placement, j'irai dans les 10 derniers kilomètres, j'irai jusqu'à 2 kilomètres de l'arrivée. Et puis après, elle fait une démonstration. Hein. C'est-à-dire, en 10 mètres, elle nous a fait une Vibes aujourd'hui. Voilà, elle nous a fait une Vibes, c'est-à-dire vraiment une marche sur ses adversaires. Pourtant, Lily Williams suit assez vite, mais il y a un monde d'écart, quoi, tout simplement. Elle a surpris tout le monde. Elle est partie un petit peu plus tôt. C'est vrai que on était à 230 mètres de l'arrivée quand elle part. Mais personne ne pouvait suivre hein, sa roue, tout simplement. Certes, il y a certaines filles qui ont peut-être été un petit peu trop attentistes à ce moment-là, mais c'est pas le cas de Lily Williams. Sauf que Lily Williams, ben, peut rien faire hein, devant Bachstedt, pardon, était vraiment beaucoup trop forte, donc elle s'impose devant Lily Williams et Bossoit. Lily Williams qui enchaîne hein, aussi pas mal de bons résultats ces derniers temps du côté de l'américaine. On l'avait vu également sur le Tour d'Italie où elle avait été efficace. Ben là, elle continue Lily Williams en ce moment. Et ça, c'est bien pour Human Powered Health parce que ça fait des points UCI pour cette équipe et c'est toujours très très important les points UCI.
Il y a la bagarre chez les garçons, mais il y a aussi la bagarre chez les filles. Faut toujours que je fasse un point de la situation, un épisode du maintien, parce que ça fait au moins 3 mois que j'ai pas fait d'épisode du maintien, donc pour vous parler un petit peu de la situation des différentes équipes. Peut-être la semaine prochaine. Bon, pendant la canicule, mais comme on n'aura que les championnats de France, le programme sera, on va dire, un peu plus léger, même si je prépare le Tour de France en même temps, hein. Faut pas vous inquiéter, il y a le Tour de France qui est en préparation, il y aura peut-être des vidéos. Et en plus, ça va être bien de préparer le Tour de France sous 40 degrés. Mais vous inquiétez pas, il y aura des vidéos sur la chaîne la semaine prochaine. C'est plus le direct. Dans ma tête, j'étais plutôt parti sur un direct lundi, mardi, mais étant donné qu'il va continuer à faire très chaud, faire 2 heures d'enregistrement, enfin 2 heures de direct sous une forte chaleur, enfin sous un peu de chaleur, je sais pas si je vais tenir. Donc voilà, pour le moment, il n'y aura pas vraiment de direct de prévu. Bon, Lily Williams, bien, Bossuyt, troisième devant Van der Wolf et bien Jasmine Nishti, qui enchaîne, hein, Jasmine Nishti, vraiment bien, encore un top 10 pour la Suissesse, c'est vraiment très bien, devant Martha Lahr. Oui, Martha Lahr, qui est plutôt poisson pilote hein, maintenant de Lorena Wiebes, hein, c'est une fille qu'on voit souvent dans le train de Wiebes. Bon, là, forcément, ça manque un petit peu peut-être d'habitude sur ce registre-là. Et puis Paternoster, ouais, déception Paternoster, déception parce que la Liv Alula Jaiko fait un énorme boulot pour la placer. On a toute l'équipe à son service, notamment Gontova, la grimpeuse, mais vraiment toute l'équipe est à son service. Toute l'équipe est extrêmement bien positionnée côté gauche de la route, sauf que ensuite on a dû se perdre hein, du côté de Paternoster, qui est pas mal positionné, mais à 300 mètres, je pense qu'elle regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Il lui manque peut-être une équipière à ce moment-là, et elle se retrouve à partir avec un gros temps de retard et avec un manque de vitesse, et à la fin, ça fait pas un très bon sprint. Dommage parce que c'était la seule opportunité hein, pour les filles ce sprint. Comme pour les garçons, hein. Demain c'est contre la montre, dimanche c'est une étape difficile, et là on peut être déçu du côté de l'italienne, et puis on retrouve Zwinkels, Marie Lenette et Fcor qui font 9 et 10. Alors c'était déjà le cas donc il y a quelques jours où elles avaient fait 9 et 10 sur le Tour Pyrénéen, où elles avaient fait 3 et 4, elles s'étaient déjà suivies Marie Lenette et Francisca Cor. Là, Marie Lenette, pour moi, elle avait pas la puissance déjà pour être bien positionnée à l'arrivée sur ce sprint. Et en plus, elle est loin, en fait, quand le sprint se lance. Et surtout, ça manque de vitesse. Elle part avec un temps de retard et en manque de vitesse. Elle n'est pas avec un bon rythme lancé, elle est un petit peu arrêtée. Et forcément, ça fait pas un bon sprint hein, du côté de Marie Lenette. Il n'y a pas eu vraiment de surprise avec Francisca Cor derrière, du côté des leaders du classement général, à part Lauren Dixon, et bien pas de surprise. Voilà, tout le monde est dans les bons temps et dans ce sprint du peloton. Et même les Kim Lecourt et au final Juliette Berthet qui, à la fin, n'ont pas repris de temps. C'est-à-dire que c'est là la déception pour ces filles-là. C'est qu'on a été dans l'échappée, ok, on a fait beaucoup d'efforts du côté de la FDJ, mais pour pas grand-chose, vu qu'on n'a même pas pris les secondes de bonification sur ce sprint à l'arrivée. Donc beaucoup d'efforts pour pas tant de choses au final. Les différents classements, déjà du côté des garçons, parce que j'ai oublié de vous le dire, classement général, donc pas de grands changements. Voilà, McNulty qui gagne une place, Narvaez qui rentre dans le top 10, mais sinon pas de changement vraiment important. Classement par points, c'est Pogacar toujours en tête à égalité avec Grégoire, Narvaez, Meurice, 16 et 14 points derrière. Classement de la montagne, c'est Vervac devant Pogacar, Meurice, Narvaez, double, maillot blanc, Vacek, Pickering, pas de changement non plus. Classement par équipe, UAE devant Decathlon, Soudal et la Groupama, 7e pour le moment. Chez les filles, un changement avec Lauren Dixon, donc demain disparu, donc il y aura un écart peut-être au départ entre Van Damme et Borghini. Il y aura peut-être un peu plus que 3 minutes. Et puis on retrouve ensuite donc Van Damme à 35 secondes, donc désormais
la Dauphine, à Berlin sur le podium à 54 secondes, mais avec Marlène Reusser derrière. Normalement, sur le chrono, ça risque d'être compliqué de la battre. Et puis, Carball, donc, qui passerait 6e. Neviadoma 5. Et puis, Kim Lecourt de Vries et Talita de Jong qui compléterait le top 10 avec Castellane, mais une Clémence Latimier qui ne serait pas très loin de ce top 10. Classement par points, eh bien, De Vries, Dixon, Longo, Borghini, Backstedt. Classement de la montagne, De Vries, Longo, Borghini, Arendt, qui engrange les points un petit peu tous les jours. Maillot blanc, Van Damme, Carball, Latimier. Classement par équipe, EF, FDJ. Et ma petite entreprise, toujours dans le top 10. Demain, même parcours pour les garçons et pour les femmes. On fait un contre-la-montre autour de Harburg. 24 km, enfin 23 km 700 précisément, d'un parcours qui sera plat déjà, premièrement. Il y aura cette petite bosse à l'intermédiaire. Mais bon, c'est du 4% hein, sur 500 mètres, donc c'est pas infaisable non plus. Par contre, un parcours, vous voyez, en aller-retour, du côté de cette étape. Il y a, ouais, je dirais qu'après 7-8 km de course, voilà, il y a une zone jusqu'à l'intermédiaire et un petit peu derrière où il y aura pas mal d'enchaînements de virages. Et puis ensuite, le retour qui ne sera pas vraiment problématique. Du côté de ce chrono, demain, il fera chaud sur les routes du Tour de Suisse avec un léger vent de sud-ouest qui devrait être stable pendant toute la journée. Par contre, les températures 17 le matin, ça je rappelle c'est à 6 heures, 33 ressenti 38, donc énorme pour l'après-midi. Donc il n'y a pas que dans le Cher qu'on va souffrir des températures, il y a également sur le Tour de Suisse où ça va être compliqué. Et puis bah nous on fera le débrief juste après l'arrivée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Make Production. Ciao ciao.